Bienvenue dans le débat. Après New York et les Nations Unies, Volodymyr Zelensky est à Washington. Le président ukrainien souhaite conserver le soutien des Américains alors que la campagne présidentielle a démarré et que les républicains rechignent de plus en plus à livrer des armes à Kiev. Volodymyr Zelensky ne prend pas la parole au Capitole comme en décembre dernier, mais il a rencontré les chefs de file du Parti démocrate et républicain. L'entrevue avec Kevin McCarthy est la plus difficile. Le chef de file des républicains lui demande des comptes sur l'argent dépensé et des explications sur la stratégie ukrainienne. Pour le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, le Congrès doit débloquer les 24 milliards de dollars demandés par l'exécutif pour soutenir les Ukrainiens. Zelensky est aussi passé par le Pentagone. Et au même moment, le Premier ministre polonais affirme que la Pologne ne va plus transférer d'armement à l'Ukraine. Varsovie a convoqué d'urgence l'ambassadeur ukrainien pour protester contre les propos de Zelensky à l'ONU qui a affirmé que, je cite, certains pays feignaient la solidarité à l'égard de l'Ukraine en soutenant indirectement la Russie. Alors on va revenir sur cette journée américaine de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien va-t-il parvenir à convaincre les Américains en pleine campagne électorale de poursuivre cette aide militaire à son pays? Quel est le degré du scepticisme américain sur l'aide à l'Ukraine? Zelensky doit-il rendre des comptes? Que se passe-t-il du côté de la Pologne qui ne veut plus transférer d'armes à son allié? Et puis quel impact sur le terrain? Où en est la contre-offensive? Voilà toutes les questions que nous allons discuter avec nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Guillaume Ancel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien officier, écrivain, co-auteur de Goodbye Poutine chez Ginko Éditeur, également auteur du blog Ne pas subir. Bienvenue à vous. En face de vous, Jean-Maurice Ripert. Bonsoir. Bonsoir. Ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, ancien ambassadeur de France en Chine et en Russie, auteur, ça vient de sortir, de Diplomatie de combat, mémoires. Ce sont donc vos mémoires. Ça sort demain, c'est ça? Chez Perrin, aujourd'hui, voilà, tout juste. Renaud Girard est également avec nous, bonsoir. Bonsoir. Grand reporter et chroniqueur international au Figaro. Vous avez, je crois, aussi une émission hebdomadaire sur le site du Figaro, non? C'est pas ça? Non, de temps en temps, Non, effectivement, de temps en temps. D'accord. le Figaro m'invite. Elle a une télé, elle a ses propres émissions, mais ça peut Et vous êtes de temps pas en temps forcément toutes les semaines. chroniqueur sur cette télé. Oui, non, Enfin, j'ai une chronique tous les mardis. Voilà, une chronique tous les mardis. Je savais bien. Un journaliste de presse écrite, en fait. Voilà, j'écris. Bienvenue, Renaud Girard. Par Skype de Washington, nous avons avec nous Olivier Knox. Merci d'être avec nous, correspondant politique national au Washington Post et éditorialiste au Daily 202. Bienvenue également. Merci. Volodymyr Zelensky a donc vu les chefs de file parlementaires, en l'occurrence Kevin McCarthy. McCarthy qui est donc un républicain et qui demande des comptes. C'est ce qu'il dit en tout cas au président ukrainien, des comptes sur l'argent dépensé. On va l'écouter. Zelensky est-il élu au Congrès? Est-il notre président? Je n'ai aucune obligation envers lui. J'ai des questions pour lui. Peut-il rendre des comptes sur l'argent que nous avons déjà dépensé? Quelle est la stratégie pour la victoire? C'est ce que le peuple américain veut savoir. Jean-Maurice Ripert, on peut dire que le contexte a changé entre la venue de Volodymyr Zelensky en décembre, parlant au Capitole, standing ovation, il me semble, et aujourd'hui, on voit tout de suite les réticences, c'est plus compliqué pour lui. Oui, et c'est d'autant plus surprenant que c'est le moment où, enfin, j'ai envie de dire, l'offensive terrestre des Ukrainiens semble commencer à porter ses fruits. Et c'est une affaire embêtante, évidemment, dans le contexte des élections américaines qui viennent. Le spectre de la victoire... d'une victoire de Donald Trump ne peut que renforcer la crainte qu'on puisse avoir. Et puis, il faut quand même rappeler que ça nous plaise ou non, le rôle majeur que jouent les Américains dans le soutien à l'Ukraine, et donc l'impact que pourrait avoir un recul américain dans le soutien à l'Ukraine, même si, il faut quand même toujours le rappeler, en valeur absolue, l'ensemble des aides apportées à l'Ukraine, c'est l'Union européenne qui en apporte le plus. Pas sur le plan militaire, mais sur le plan notamment économique et financier. Mais c'est une affaire très embêtante. Et c'est le contexte électoral américain, bien sûr, Renaud Girard, qui change tout, on imagine. Alors, il y a un sondage du CNN, mais ce n'est pas le seul, mais manifestement, celui-ci dit que 55% des Américains seraient hostiles à une nouvelle aide financière, d'autres sont un peu moins négatifs, mais est-ce que l'opinion américaine est en train de changer? C'est-à-dire que dans l'opinion américaine, vous avez... D'abord, vous avez alors, le Parti démocrate, évidemment, un soutien de Zelensky et de l'Ukraine, sauf la gauche du Parti démocrate, qui ne soutient pas trop cette guerre, qui dit qu'il s'agit d'impérialisme américain en Europe, etc. Et puis, la droite est divisée. Alors, vous avez la droite, le Parti républicain classique, si vous voulez,
avec le fameux sénateur Lindsey Graham, qui représente la République, qui sont vraiment derrière l'Ukraine, et toutes les Trumpistes du Parti républicain, qui comptent beaucoup, qui comptent sans doute plus dans les militants que dans les élus, qui deviennent réticents, puisque Trump lui-même a dit si j'avais été président, jamais il y aurait eu la guerre, et si je suis élu, je vais faire la paix en 24 heures. Donc voilà un Donc tout il y a un petit peu scepticisme, on peut dire en tout cas. Disons, il y a un scepticisme, et puis là, effectivement, vous l'avez dit, il a perdu quand même un allié important, qui a aussi, les Polonais sont très importants. On va y revenir sur les Polonais. En Amérique, enfin la communauté polonaise. Et le fait, effectivement, alors que la Pologne, là, il a fait une erreur. Zelensky, il n'aurait jamais dû faire la leçon aux Polonais qui ont quand même... On va revenir sur la Pologne. On reste sur les élections américaines pour l'instant. Guillaume Ancel, un mot. Les forces ukrainiennes disposent déjà donc, des lanceurs américains, les HIMARS, capables de projeter donc, le MG-140, mais ils veulent, d'après ce que j'ai compris, des missiles de longue portée, les fameux ATACMS, on dit, c'est ça ? ATACMS. Alors les ATACMS, c'est ce que vient chercher Volodymyr Zelensky aujourd'hui. Hein. Ce sont des missiles à portée 300 km de portée, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais en fait, il faut noter qu'il y a une forme de déception chez les Américains autour de l'offensive ukrainienne. Parce que eux, et en particulier le chef d'état-major américain, estimaient dans les standards occidentaux que c'était une course contre la montre. Il fallait que les Ukrainiens débouchent massivement avant les pluies d'automne. Et en fait, on commence à comprendre que les Ukrainiens n'ont pas du tout cette intention. Qu'eux, ils veulent mener une guerre plus lente, pas sur le modèle du débarquement, mais sur un modèle de « je grignote progressivement la digue russe » qui les emmène plutôt jusqu'à début 2024. Et c'est une forme de déception pour nous parce que les 50 pays alliés, dont les Américains sont évidemment centraux, n'avaient pas ce timing en tête. On était sur une course contre la montre, fin octobre. Donc il commence à y avoir un débat sur la stratégie militaire. Et les Ukrainiens commencent, sans nous le dire, à dire mais nous, on n'a jamais dit que c'était fin octobre. Et ça pose question. C'est la question des républicains américains autour de qu'est-ce que vous avez fait notre aide et c'est quoi votre stratégie. On a du mal à la comprendre à ce stade et je pense que c'est d'autant plus compliqué pour nous que ce sont les Ukrainiens qui se battent. Et par conséquent, c'est à eux de la fixer, cette stratégie. Jean-Maurice Ripper, vous voulez... je voulais dire précisément cela. Il faut que l'Union européenne accepte, et les Français acceptent, que c'est au président Zelensky de décider des modalités de sa guerre. Et pardon, un point, on peut en effet arrêter la guerre en 24 heures. En moins que ça. Il suffit que Vladimir Poutine décide de retirer les troupes russes d'Ukraine. Ça, c'est une... Effectivement. Mais c'est la réalité. Mais les Ukrainiens veulent faire une pression, effectivement, pour le persuader ça. Et si les Ukrainiens, parce que ce n'est pas totalement exclu, si les Ukrainiens arrivent à percer dans un mois, disons, et prendre Mélitopol, qui est la ville, le verrou vers la Crimée, là, ça fera beaucoup réfléchir Vladimir Poutine. Pardon, et un dernier point, il faut regarder ce qui se passe à l'intérieur de la Russie. Vous avez vu les mesures annoncées sur les restrictions à l'exportation de de produits russes. La situation économique est désastreuse. Le peuple russe souffre de cette guerre. Peut-être Zelensky intègre-t-il aussi cette donnée. Olivier Knox, les Républicains, justement, est-ce que vous pouvez rebondir ? Est-ce qu'ils veulent aujourd'hui se recentrer sur leurs problèmes internes ? Est-ce que c'est ça, véritablement, le sujet et la raison pour laquelle un Kevin McCarthy, par exemple, demande des comptes et il y a cette espèce de réticence ? Oui, enfin, je vais vous donner un chiffre et une date. Le chiffre, c'est 5. Si Kevin McCarthy perd 5 républicains, il n'a plus la majorité. Il a une majorité extrêmement maigre, extrêmement difficile à gérer. D'ailleurs, on le voit en ce moment. La date, c'est le 30 septembre. C'est moins la présidentielle américaine qui joue là en ce moment. C'est plutôt la fin de l'année fiscale. Et il faut que le Congrès approuve le budget du gouvernement. Sinon, il y aura une fermeture partielle du gouvernement américain. Et c'est pour ça qu'il s'inquiète de l'aile droite du parti. Parce que c'est là où on voit l'hostilité, en fait, à l'aide à l'Ukraine. Mais il ne faut pas oublier, vous parlez de la déception, c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de républicains et de démocrates au Congrès qui soutiennent l'aide à l'Ukraine, mais qui s'inquiètent devant ce qu'ils considèrent comme des résultats décevants de cette contre-offensive. Donc ça, c'est un autre défi pour Zelensky. Un autre défi pour Zelensky. Alors justement, on va écouter Lloyd Austin, qui est le chef du Pentagone. C'était il y a 2 jours. C'était sur la base aérienne de Ramstein en Allemagne. C'est intéressant de l'écouter maintenant parce que Volodymyr Zelensky a vu le Pentagone aujourd'hui pour justement parler de cette stratégie militaire. On va l'écouter, Lloyd Austin.
La contre-offensive ukrainienne continue de progresser régulièrement. De courageuses troupes ukrainiennes percent les lignes lourdement fortifiées de l'armée d'agression russe. Les progrès de l'Ukraine témoignent de l'esprit combatif de son peuple. J'ai également le plaisir d'annoncer que les chars M1 Abrams que les États-Unis s'étaient engagés à fournir entreront bientôt en Ukraine. Il y en aura combien de ces chars? Parce que c'est ça le problème. C'est ce qu'il a l'air de dire, Lloyd Austin, on va les livrer. Alors on parlait de centaines au départ, et là on est quoi? Une dizaine? Quelques dizaines? Ça va me permettre de répondre quand même à la question aussi des ATACMS. C'est qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, avec une grande pertinence, disent aux Américains, mais si vous estimez que nous n'avançons pas assez vite, commencez par nous équiper comme vous l'aviez annoncé. Ce sont les chars. Là, les Américains annoncent qu'ils vont en livrer une trentaine. Pour faire simple, c'est une trentaine, c'est une brigade, alors que les besoins des Ukrainiens sont en centaines. Donc il y a un très fort décalage par rapport à ce qui était attendu, d'autant que l'annonce avait été faite en début d'année. En fait, les Américains étaient réticents pour d'autres raisons à livrer des chars M1 Abrams qui sont très sophistiqués. Mais le point sur les missiles ATACMS que vous avez évoqué tout à l'heure est très important. Le missile ATACMS, c'est la seule arme qui permettrait aux Ukrainiens de frapper massivement, c'est-à-dire en centaines d'exemplaires, sur des cibles dans la profondeur. Et les Américains, pour l'instant, expriment plutôt une profonde réticence, alors que les Européens, en tout cas les Britanniques et les Français, ont livré des missiles qui portent à cette distance-là, mais qu'on n'a pu livrer qu'en quelques dizaines d'exemplaires. Pourquoi ? Parce qu'on n'en a que quelques centaines, alors que les Américains ont un zéro de plus. Ils ont des milliers d'ATACMS, et donc ils peuvent en livrer des centaines. Pourquoi est-ce qu'ils ne livrent pas ces ATACMS ? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas ? Eh bien, ça, c'est une question à laquelle aujourd'hui on ne sait pas répondre. Pourquoi ? Vous avez une analyse peut-être, Jean-Maurice Ripert ? Non, je ne suis pas un expert militaire. Il faut quand même aussi mentionner quand même que sur les chars, je crois, sauf erreur de ma part, des pays européens. La Suède vient d'annoncer qu'elle allait livrer 10 chars, la version suédoise du char Léopard 2. Les Allemands ont pris les Néerlandais. Donc il y a quand même aussi... ça vient. Bon, et puis il faudrait parler de l'aviation, mais c'est vous le spécialiste. Moi, je crois qu'ils ont peur. Les Américains, qu'ils ont peur que les Ukrainiens utilisent ces missiles à 300 km de portée, par exemple, pour anéantir la flotte russe de la mer Noire. D'où ces hésitations, vous pensez ? Pardon ? D'où ces hésitations. Et de dire, est-ce que ça nous emmène pas trop loin ? Est-ce que parce que ce que redoutent les Américains, évidemment, c'est l'escalade. Pour le moment, il n'y a pas de soldats américains, à part des soldats secrets, des bérets verts. Il n'y a pas de soldats américains sur le sol ukrainien. Il n'y a pas eu vraiment d'escalade en Europe. Ils n'en veulent pas, si vous voulez. Olivier Knox, vous êtes d'accord ? Pourquoi est-ce que les Américains sont quand même si réticents ? Alors, il y a effectivement la campagne électorale, donc on l'a vu, mais ça va au-delà de cela, non ? Effectivement, quand le chef du Pentagone affirme qu'il va envoyer des chars Abrams, on n'est pas sur le montant prévu de départ. Ah, on a un petit problème de connexion. Bon, on reviendra vers vous, mais allez-y, Guillaume Ancel. Juste dire un mot sur le fait que les Américains ont cette réticence, bien sûr, que leurs armes, les ATACMS, soient utilisées, par exemple, pour détruire le pont de Kerch, qui réunit quand même la péninsule de Crimée à la Russie. Mais jusqu'ici, les Ukrainiens ont strictement respecté tout ce qu'on leur a limité. Les Français et les Britanniques ont demandé qu'on n'utilise pas les missiles Scalp et Storm Shadow pour attaquer le pont de Kerch. Les Ukrainiens ne le feront jamais, parce que sinon ils savent que demain, ils perdent le soutien des pays alliés. Donc cette réticence n'a plus de sens, et je pense qu'elle est liée à autre chose dans l'approche américaine de cette guerre, qui est difficile à discerner. Moi, mes contacts à Washington me disent que ça fait l'objet d'un débat perpétuel qui dure depuis 1 an, y compris au sein du Pentagone, entre on y va et on leur permet vraiment d'avancer vite, parce que c'est ça que voulait le Pentagone au départ, et puis une partie même de l'armée américaine qui dit là on franchit une étape qui est importante, parce qu'on ne joue plus dans la même catégorie avec les missiles ATACMS que ce qu'on a fait jusqu'ici avec les HIMARS, les lance-roquettes multiples. Non, peut-être simplement l'effet de l'opinion publique aussi, il faut le mentionner. Tout le monde a compris. Qui a changé ou pas, cette opinion publique ? Oui, parce que tout le monde a compris ce que vous venez de dire très bien tout à l'heure, à savoir que les Ukrainiens sont déterminés à prendre le temps qu'il faudra pour gagner cette guerre. Et au fond, les opinions publiques européennes comme américaines commencent à se dire « mais c'est pas du tout la même guerre ». Voilà, et il y a une réflexion. Et vous allez voir, hélas,
que pendant la campagne pour les élections européennes, cela va être un sujet. Ça va être aussi un sujet. Oliver Knox, vous êtes d'accord? Les opinions publiques américaines changent aussi parce que la guerre dure et qu'il y a une sorte de fatigue. Oui, ce qui est important là, dans cette visite avec Zelensky, c'est qu'on entend républicains et démocrates qui ont soutenu l'aide à l'Ukraine jusqu'à présent, qui commencent à dire, bon, la fin, ça ressemble à quoi? La victoire, ça ressemble à quoi? Votre stratégie, c'est quoi? D'où l'importance de la visite de Zelensky aujourd'hui avec les 100 sénateurs ou une majorité des sénateurs. Et d'où l'importance aussi du fait que les Ukrainiens avaient demandé à se réunir avec les membres de la Chambre et Kevin McCarthy a dit non. Donc oui, on voit un soutien qui s'effrite surtout chez les Républicains. 70 d'entre eux, donc un tiers du contingent du parti à la Chambre, ont voté au mois de juillet contre l'aide à l'Ukraine. On voit ce nombre qui grandit, ces rangs il rajoute des Républicains tous les jours. Et là, Kevin McCarthy, il est confronté à un énorme problème, c'est qu'il a une très forte minorité de son parti à la Chambre qui s'oppose à cette aide. Et qui s'oppose au grand projet de loi. Là, aujourd'hui même, on a vu un projet de financement pour le Pentagone qui est tombé à l'eau parce qu'il y avait de l'aide à l'Ukraine. Ce grand projet de loi auquel vous faites référence, c'est le fameux Defense Spending Bill, c'est ça qui a été retoqué. Est-ce qu'ils vont le remettre sur la table? Ou est-ce qu'il y a en plus un vrai problème financier à régler côté américain pour le faire passer? Le gros problème, alors ils parlent maintenant, chez les Républicains, on parle de faire sortir l'aide à l'Ukraine de ce grand projet de loi. Donc, vous voyez un peu la difficulté, parce que normalement, ce qu'on fait avec des projets de financement un peu controversés, c'est qu'on les met dans des plus grands projets de loi qu'on est obligé d'approuver. Et c'était la stratégie des Républicains à la Chambre, et là, ça n'a pas marché. Et je vous dis encore une fois, le problème, un des gros problèmes, c'est que la marge de manœuvre de McCarthy, elle est minuscule. 5 voix, si 5 Républicains s'opposent à son projet de loi, et si les démocrates ne se rangent pas derrière lui, ne lui apportent pas de l'aide, ça ne marche pas. Là, on voit qu'il est avec le Pentagone. Guillaume Ancel, Zelensky. C'est une question de temporalité, c'est-à-dire que là, on est en plein dans un enjeu électoral américain, et on voit bien que l'enjeu de l'Ukraine peut être déterminant pour briser le parti républicain galvanisé par Trump, ou au contraire, les ramener sur le fait que, bien évidemment, ils soutiennent la politique de Biden. Et malheureusement, ça tombe à un moment où il y a un doute sur mais que font les Ukrainiens sur cette guerre, qui est plus difficile à rallier avec cette temporalité électorale américaine. Et en même temps, pardonnez-moi, mais Anthony Blinken est allé lui-même à Kiev, c'était il n'y a pas très longtemps, le 6 septembre dernier. Le secrétaire d'État américain avait confirmé qu'il y aurait une nouvelle aide à l'Ukraine d'1 milliard de dollars lors de ce voyage. On va l'écouter. Nous continuerons à nous tenir aux côtés de l'Ukraine. Aujourd'hui, nous annonçons une nouvelle aide totalisant plus d'1 milliard de dollars dans le cadre de cet effort commun. Donc l'administration Biden, elle est quand même auprès de Zelensky. Je crois aussi qu'il faut souligner, et c'est important quand même, les scandales de corruption qui ont éclaté en Ukraine il n'y a pas très longtemps, notamment au ministère de la Défense. Il est normal que ça jette un certain doute, ou en tout cas une ombre, sur le fonctionnement du gouvernement. L'Union européenne, dans ses négociations qui s'ouvriront un jour, ses discussions avec l'Ukraine, insiste évidemment tout le temps sur la réforme du fonctionnement des institutions ukrainiennes, la lutte contre la corruption, le respect des droits, etc. etc. Et c'est vrai qu'il n'est pas anormal que le président Zelensky donne des gages lui-même, personnellement. Il essaie de donner des gages, d'ailleurs. Il est convaincu, la question n'est pas là, mais c'est un pays difficile à réformer, souvenez-vous de l'histoire. Renaud Girard, vous pensez que ça fait partie justement du scepticisme, l'aspect corruption de l'Ukraine? Bien sûr, il y avait ce matin vos collègues de France Info Télé passaient, c'était passionnant, un reportage où d'abord les Ukrainiens, une partie de l'armée ukrainienne, doit en fait garder les frontières vers l'ouest. Pourquoi ils gardent les frontières vers l'ouest? Pour empêcher les jeunes hommes ukrainiens d'aller en Roumanie, par exemple. Parce que beaucoup, aujourd'hui, veulent échapper à la conscription. Parce qu'ils disent, pourquoi mourir pour le Donbass? Et on a vu vous aussi... dites qu'il y a aussi des désaffections au sein... Et là, je vais citer donc la reporter qui a fait ça, elle s'appelle Maryse Burgot. Elle a fait semblant avec son fixeur d'être un Ukrainien qui voulait passer de l'autre côté. Donc on avait téléphoné à la caméra pour essayer de passer en Roumanie. Et on avait quelqu'un qui était lié visiblement au centre de recrutement qui lui demandait 6 000 €, mais on vous fait passer sous un prétexte médical. Donc, qu'est-ce que ça dit ? C'est vrai que Zelensky a fait la purge, comme l'a dit Jean-Maurice Ripert, c'est-à-dire qu'il y a eu, je crois, 6 vice-ministres qui ont été virés du ministère de la Défense ukrainien. Mais avant la guerre, l'Ukraine était
le pays le plus corrompu, ou un des plus corrompus d'Europe, avec d'ailleurs Hunter Biden qui en profitait, puisque, alors qu'il n'y connaît rien au gaz, il avait touché plus d'1,5 million de dollars en un an pour donner des conseils à une société gazière. Donc, oui. Guillaume, ça vous voulez réagir? Oui, pardon. C'est dans tous les pays en guerre, il y a toujours une tension très forte. Il y a toujours une partie de la population qui veut s'échapper ou trafiquer. Donc, ce n'est pas une surprise. La deuxième chose, c'est que les Ukrainiens sont quand même face à une guerre longue, alors que nous, on croyait que ce serait une guerre courte. Et c'est ça qui change les choses. Eux aussi le croyaient ou pas au départ? C'est ça quand même la question. Les Ukrainiens. Honnêtement, souvenez-vous quand même des premiers jours de la guerre, quand au bout de 3 jours, les chars russes étaient à quelques dizaines de kilomètres de Kiev. Ouais. Personne pensait que l'Ukraine, 1, résisterait aussi bien, 2, serait capable de regagner l'Ukraine en 3 jours. Ça, très honnêtement, personne. Enfin, moi, je ne suis pas un militaire, mais il me semble que personne n'a jamais cru ça. Donc, vous pensez que la contre-offensive serait peut-être plus rapide, en fait. C'est ce qui s'est... Quand les Russes ont abandonné Kherson en octobre, on a vraiment cru que... et il y a plusieurs généraux qui ont été sur des généraux français qui ont travaillé à l'OTAN, etc., qui nous ont expliqué sur les plateaux télé que... l'armée russe était tout à fait au bord de l'effondrement, que dans 15 jours, c'était fini. Et effectivement, ça n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes se sont ressaisis. Et dans l'histoire, c'est souvent le cas. Si vous voulez, les Russes, dans les guerres, ils sont très mauvais au début, que ce soit contre Napoléon ou contre Hitler. Mais après, ils se ressaisissent. Et là, il y a quand même eu, militairement, un ressaisissement russe. Leur ligne Maginot, elle tient quand même. Voilà. Pardon, moi, je ne suis encore une fois pas un expert, mais je crois qu'il y a eu dès le départ dans la stratégie ukrainienne, moi je l'ai toujours dit et pensé, ils n'avaient à aucun moment l'intention de reprendre la Crimée. Après Kherson, ils ont voulu fixer les Russes en faisant croire que leur objectif a toujours été de remonter vers le nord-est, y compris pour couper les lignes depuis la Biélorussie. Les Ukrainiens mènent la guerre comme ils savent la mener. Et je pense qu'ils intègrent aussi le fait que les livraisons d'armes et le soutien des alliés sera fluctuant. Et donc, ils mènent la guerre comme l'armée ukrainienne sait la mener. Ils forment les gens petit à petit à l'étranger, mais ils se préparent pour que ça dure. Ils ne céderont pas. Il n'y a rien à négocier en Ukraine. Il faut que les gens comprennent ça. L'Ukraine n'abandonnera ni la Crimée, ni le Donbass. Olivier Knox, on sait qu'il a vu le Pentagone aujourd'hui, Volodymyr Zelensky. Est-ce qu'il se justifie, est-ce qu'il explique justement cette stratégie militaire en ce moment-là à Washington, la stratégie ukrainienne? Est-ce qu'on lui pose beaucoup de questions là-dessus? En public, le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, et le chef des états-majors, Mark Milley, sont plutôt patients. Mark Milley a dit récemment il est bien trop tôt pour dire que cette contre-offensive est réussie ou est une faillite. Donc, ils sont plutôt patients, mais au Congrès, certainement. Il ne faut pas oublier que Zelensky, quand il parle au Pentagone, il est aussi en train de parler au Congrès, parce qu'ensuite, le Pentagone ira faire des briefings au Capitole. Donc, en partie, c'est ça l'important, c'est de mettre les officiers au Pentagone, de mettre le secrétaire de la Défense et les autres, un peu, de s'en servir un peu comme ambassadeur à un Congrès qui, quand même, devient de plus en plus sceptique. Mais est-ce qu'il le conteste, pardonnez-moi, Olivier Knox, est-ce qu'il conteste la stratégie militaire ukrainienne en disant qu'elle est trop dispersée, qu'ils vont vers le sud Enfin, voilà, est-ce qu'il y a une contestation, justement, contre cette stratégie militaire? En public, non, mais je ne veux dire pas en public, quand ils discutent entre eux. Il y a un peu de fuite dans la presse quand même. Mais... oui, enfin, il y a des inquiétudes chez les responsables de la sécurité nationale américaine. Je ne sais pas si ça provient principalement du Pentagone ou du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche ou ailleurs. Il est vrai qu'il y a des inquiétudes, mais les inquiétudes que j'ai entendues, c'est surtout la hantise que des armes américaines servent aux Ukrainiens à frapper en Russie. J'ai beaucoup moins entendu d'inquiétudes sur la stratégie ukrainienne. Au même moment, en tout cas, le Premier ministre polonais, je le disais, a affirmé que la Pologne n'allait plus transférer d'armement à l'Ukraine, alors qu'elle est l'un des fournisseurs les plus importants à l'Ukraine et l'un de ses alliés de la première heure. Varsovie a convoqué d'urgence l'ambassadeur ukrainien pour protester contre les propos de Zelensky qu'il a tenus aux Nations Unies hier. Le président ukrainien qui a affirmé, je cite, que certains pays feignent la solidarité à l'égard de l'Ukraine en soutenant indirectement la Russie. On va faire un point en images de cette crise, justement, entre les deux meilleurs alliés avec Jade Lévin.
L'annonce a été faite par le Premier ministre polonais. Nous ne transférons plus aucun armement à l'Ukraine car nous nous armons nous-mêmes avec les armes les plus modernes. Un coup dur pour l'Ukraine, en pleine contre-offensive, alors que la Pologne est l'un de ses principaux alliés militaires. 3 milliards d'euros d'armes et d'équipements ont été fournis par Varsovie à l'armée ukrainienne depuis le début de la guerre, parmi lesquels chars et avions de chasse. La déclaration du gouvernement polonais acte une série de frictions entre les deux pays frontaliers. La semaine dernière, la Pologne, suivie de la Hongrie et de la Slovaquie, a choisi de maintenir un embargo sur la vente de céréales ukrainiennes contre l'avis de l'Union européenne. Varsovie dit protéger les intérêts de ses agriculteurs contre une concurrence poussant les prix à la baisse, une priorité pour le gouvernement de droite populiste à un mois d'élections parlementaires. Lundi, l'Ukraine a porté plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce contre ces 3 pays. En réaction, le Premier ministre polonais menace d'élargir la liste des produits ukrainiens interdits d'importation. À la tribune de l'ONU ce mercredi, le président Zelensky s'adresse indirectement à son voisin. C'est alarmant de voir comment certains en Europe, certains de nos amis européens, feignent la solidarité. Avec ce théâtre politique autour des céréales, ils aident Moscou. Des propos dénoncés par la Pologne, qui a convoqué d'urgence l'ambassadeur ukrainien à Varsovie. Jean-Maurice Ripper, c'est quand même surprenant ce qui se passe là, avec la Pologne qui est vraiment l'allié de la première heure, l'allié qui d'ailleurs fournit le plus d'armes à l'Ukraine. Il faut relativiser d'abord, il faut se rappeler le soutien dès le premier jour de la Pologne, ce qu'elle a avec les réfugiés. Accepté comme... voilà. Par ailleurs, j'ai entendu ce matin, je ne sais pas si c'est vrai, que les Ukrainiens et les Polonais s'étaient déjà mis d'accord pour ouvrir des discussions sur le transfert de céréales. Donc on va voir ce qui sortira de là. Mais ça rejoint ce qu'on disait sur les États-Unis, et ce qui est le plus inquiétant à mon avis pour nous Européens. Il y a des élections en Pologne, il va y avoir des élections en République tchèque, nous connaissons la situation en Slovaquie et en Hongrie, Madame Meloni en Italie tient jusqu'à présent, mais il est clair qu'aujourd'hui, dans toutes ces élections, et nous avons le Parlement européen qui sera réélu au printemps prochain, dans ces élections... Y compris pour les élections européennes, vous pensez que ça... Ces élections vont clairement marquer un certain nombre de turbulences, vont provoquer un certain nombre de turbulences dans le débat sur l'Ukraine, mais il ne faut pas non plus tomber d'un excès dans l'autre. Moi, je ne crois pas que l'Ukraine et la Pologne puissent rompre demain matin, je ne le crois pas une seconde. En tout cas, ils arrêtent de transférer les armes, les Polonais. C'est ça une déclaration du Premier ministre. Ils arrêtent de livrer des armes. De nouvelles armes. De nouvelles armes. Voilà. Et d'abord, on peut penser qu'ils ont... La déclaration est forte quand même. Forte, très forte, c'est une déclaration très forte. Ils ont déjà aussi livré toutes les armes de type soviétique qu'ils avaient, ça, premièrement. Ils les ont livrées. Ensuite, ils ont dit que c'était pour s'équiper eux-mêmes, donc faire de la Pologne un pays très fort face à une possible menace russe, que les Polonais ont très peur des Russes, bien sûr. Enfin, c'est pas la vraie raison. Comment ? Ah non, mais la vraie raison, c'est il y a aussi quand même les fantômes de l'histoire qui peuvent revenir. Les Polonais avaient oublié l'histoire, mais il faut savoir que les nationalistes ukrainiens, par exemple les bandéristes, Bandera est toute une partie de l'armée ukrainienne qui est proche de Bandera, etc. Et donc vous avez eu 40 000 Polonais en Volhynie, c'est tout à l'ouest, n'est-ce pas, près de la Galicie, à l'ouest de l'Ukraine, qui ont été massacrés entre 1942 et 1944. Donc il y a des choses des fantômes de l'histoire qu'on avait mis sous le tapis, mais qui peuvent ressurgir. L'histoire. Mais alors pourquoi à ce moment-là, l'Ukraine, on voit bien qu'elle est en pleine contre-offensive, que c'est difficile pour elle, et les Polonais annoncent qu'ils arrêtent de la livraison des armes. Je pense que peut-être que Zelensky est allé trop loin dans la critique. Là, je pense qu'il a fait une erreur. Il a cru que les Polonais allaient céder. La Pologne a aidé énormément l'Ukraine. Là, je crois que de donner une leçon publique à la tribune des Nations Unies à la Pologne, de la part de Zelensky, c'est une erreur. Oui. Guillaume Ancel. Merci. Je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. Et à mon avis, dans une semaine, on s'en souviendra même pas. Alors, on peut revenir sur des raisons historiques, mais la réalité aujourd'hui, c'est que la Pologne est la base arrière du soutien militaire à l'Ukraine. Et c'est là où est conditionné le matériel, c'est là où il y a tous les conseillers, c'est là où on répare le matériel qui a été abîmé. C'est indispensable. Et quand les Polonais disent « on va s'arrêter
de transférer de matériel. En fait, ce qui sous-tend, c'est, au fond, pourrez-vous laisser tomber. D'ailleurs, on se demande si vous allez gagner la guerre, parce qu'on va être obligé de renforcer notre problème. C'est juste, c'est pas un bon signal. C'est une menace en l'air dans une crise matrimoniale. Enfin, en l'air, il a fait un discours aux Nations Unies. Et pour l'instant, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas arrêté de livrer quoi que ce soit. S'ils coupaient les ponts des flux logistiques militaires qui allaient sur l'Ukraine serait quasiment obligée de s'arrêter immédiatement. Ce qu'il a dit, le Premier ministre polonais, il n'a pas dit qu'il allait stopper les transferts d'armes occidentales de l'OTAN à la Pologne. Il a dit qu'il allait stopper la livraison d'armes polonaises à l'Ukraine. C'est tout à fait différent. Donc ça veut dire... D'armes polonaises, c'est-à-dire qu'ils vont garder... On est dans la sémantique, là. Non, on n'est pas du tout dans la sémantique. Ils vont garder les armes polonaises pour l'armée polonaise, mais il n'a jamais dit qu'il allait empêcher le transfèrement des armes, des armes allemandes ou françaises à l'Ukraine. Jean-Maurice Ripper, vous répondez. Il n'a pas été assez diplomate. Moi, je suis assez d'accord sur le fait, tempête dans un verre d'eau, je ne sais pas où, là, le verre est quand même un peu important, mais je pense qu'en effet, ça ne finira pas forcément par une rupture. Il ne faut jamais oublier... Là c'est le diplomate qui parle, ça ne finira pas forcément par une rupture. Les choses sont rarement noires ou blanches, elles sont souvent blanches et noires en même temps. Là, je pense qu'il ne faut pas oublier le facteur européen. La Pologne a un problème avec l'Union européenne, comme la Hongrie, comme la Slovaquie, et peut-être demain, hélas, comme la République tchèque. Et j'espère pas comme l'Italie ou la France un jour. Bien. Donc la Pologne multiplie aussi les signaux en direction de l'Europe. Vous voulez aider l'Ukraine, nous, on en a assez d'être le premier fournisseur, le point de passage. Vous nous demandez toujours plus. Nous, quand on vous demande des choses pour nous en interne, on ne nous écoute pas, on nous menace de sanctions. Donc l'Europe doit rester ferme. Il est clair que les Polonais doivent comprendre que la décision de soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire de l'Ukraine et à la reconquête du territoire ukrainien est une décision unanime du Conseil européen. On ne peut pas s'en affranchir comme ça un matin en se levant. Donc il y a beaucoup de jeux de rôle, il y a des implications sur l'ensemble des dossiers, vous le savez, y compris sur la renégociation des fonds européens. Et n'oubliez pas que la Pologne a un vrai problème, c'est le premier bénéficiaire des fonds structurels européens. L'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est l'effondrement de la politique agricole commune. C'est pas une bonne nouvelle, ni pour les Polonais, ni pour la France. Olivier Knox, est-ce que vous voulez réagir justement sur cette sortie du Premier ministre polonais et puis celle de Volodymyr Zelensky hier aux Nations Unies? Ça fait partie en fait de la politique de Zelensky depuis le début. Il fait des appels très très publics. Quand il s'adresse au Parlement en Grande-Bretagne, il invoque Churchill. Quand il vient au Congrès américain, il invoque Reagan. Donc en général, il fait bien son affaire là-dessus. Mais là, il s'est vraiment planté. Et là, je vais attendre. Je vais attendre un communiqué de la Maison-Blanche comme quoi Biden aurait parlé aux Polonais. Parce que là, si les Polonais, effectivement, rompent avec l'Ukraine, c'est un problème aussi pour les Américains. C'est un problème. Pourquoi c'est aussi un problème pour les Américains? Parce que c'est par là que passent les armes américaines qui vont en Ukraine, parce que c'est là où il y a effectivement des soldats américains en place pour entraîner les Ukrainiens, et donc ça posera un problème. Donc vous pensez qu'il devrait y avoir un communiqué de la Maison-Blanche? C'est ce que vous dites, Olivier Knox, là-dessus en particulier je m'attends... non, je prédis pas, mais ça ne me surprendrait pas du tout d'apprendre que Biden aurait téléphoné, ou que Blinken aurait téléphoné aux Polonais pour essayer d'y voir clair. Donc ça veut dire que les Polonais, Jean-Maurice Ripper, il faudrait donc qu'ils importent ces céréales, parce qu'au départ, c'est quand même ça le problème. Ils ont décidé de ne plus importer de céréales ukrainiennes pour protéger leurs agriculteurs. Ce que dit Olivier Knox, c'est intéressant. C'est aussi qu'il faut que les Ukrainiens apprennent à respecter leurs alliés et ne parlent pas qu'aux Américains en pensant que tout le monde va s'aligner derrière. C'est aussi ça la leçon que les Polonais entendaient donner à Zelensky. C'est nous, on vous soutient depuis le début, on vous soutiendra jusqu'au bout, mais respectez-nous. Nous avons un problème, parlons-en. Moi, je ne connais pas les dessous de cette affaire, mais je crois que c'est vrai que la guerre va durer. Il va falloir que les relations entre les partenaires de cette coalition internationale peut-être changent un petit peu. Et en particulier dans une période électorale. Alors, si on s'inscrit dans la durée, il y a clairement une question pour un certain nombre de pays de l'Union européenne on ne peut pas tout donner à l'Ukraine au détriment même de certains pays européens qui attendent beaucoup.
et qui se disent, c'est ce que nous disons nous-mêmes pour nous d'ailleurs, sous prétexte de la guerre, parce que les Ukrainiens sont en guerre, mais ils ne peuvent pas tout exiger. Par exemple, de pouvoir exporter leurs céréales librement en Europe et de menacer, de faire effondrer un certain nombre de marchés locaux, parce qu'ils sont en guerre, non, ça n'a pas de rapport. Et là, les Polonais ne sont pas illégitimes de dire, attendez, il faut qu'on trouve un accord. On ne peut pas juste imposer tout parce que vous êtes en guerre. D'ailleurs, on vous soutient, mais au fond, si on ne vous soutenait pas, on pourrait très bien garder les armes pour nous et dire, tant pis, on considère que l'Ukraine est perdue, ce sera nous, le premier rang, et peut-être qu'à ce moment-là, on viendra nous aider, nous. Mais vous voyez, il y a des sous-entendus très forts derrière qui, à mon avis, vont s'arrêter rapidement compte tenu des enjeux. Est-ce qu'on est justement dans une espèce de donnant-donnant On commence à dire aux Ukrainiens, on vous a quand même beaucoup aidé, donc ça change. Zelensky, quelquefois, on a l'impression qu'il se laisse un peu entraîner par sa personnalité de comédien, etc. Et c'est pas la première fois, excusez-moi cette expression un peu vulgaire, qui pète les plombs. Il y a même un ministre britannique de la Défense, parce qu'il lui demandait des armes tout de suite, etc., qui lui dit « Attendez, t'es gentil, mais il n'y a pas marqué Amazon, quoi. » Voilà. Et il a dit ça publiquement, le ministre britannique. Mais en même temps, il a besoin des armes. C'est ça qui peut faire basculer la contre-offensive. Les gens lui disent « On n'est pas voilà, on t'aide, etc., mais on n'est pas à la minute, on n'est pas à ton... » Il ne faut pas non plus, à mon avis, dramatiser. Rappelons-nous de l'histoire. Les relations entre des alliés dans une guerre sont toujours un peu compliquées. Rappelons-nous des relations franco-britannico-américano, etc. pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est compliqué. Je crois qu'il y a des réajustements. Donc on n'est pas au bord de la crise et ça ne doit pas remettre en cause, de mon point de vue dans l'opinion publique, le soutien à l'Ukraine. Mais qu'on soit en droit de dire à l'Ukraine, on vous aide beaucoup, il faut quand même écouter ce qu'on vous dit aussi. Pourquoi pas ? Alors attention, parce qu'il y a aussi une question de communication. Zelensky est très fort en communication. Il est surtout extraordinairement bien aidé. Et le fait qu'à un moment où il y a une lassitude des opinions publiques et une lassitude américaine au moment du débat électoral, le fait que Zelensky vienne provoquer un ou deux scandales, c'est important en termes de communication parce que pourquoi ? Du coup, on en parle aujourd'hui. On parle de la guerre en Ukraine. On se refocalise sur une guerre en Ukraine alors qu'il y a une guerre en Arménie, il vient d'y avoir un drame en Libye. On voit bien qu'il a besoin de tendre aussi l'opinion internationale sur le fait qu'il ne faut pas perdre de vue l'Ukraine alors que l'actualité en chasse une autre et que maintenant, ça fait plus d'1 an et demi que ça dure. Olivier Knox, si on prend un peu les paris, 24 milliards de dollars, c'est ça qui est demandé par l'exécutif aujourd'hui pour soutenir les Ukrainiens. Je ne me trompe pas sur la somme. Est-ce que ça va passer ? Non, c'est bien ça. Est-ce que ça va passer au Congrès ? Faut pas oublier que Kevin McCarthy, c'est quand même un petit morceau du gouvernement américain. On a les démocrates à la Chambre et on a surtout un accord bipartisan entre démocrates et républicains au Sénat pour continuer cette aide. Il sera peut-être question du 30 septembre. On verra bien si la possibilité d'une fermeture partielle du gouvernement américain motivera les parlementaires à approuver un grand projet pour le budget, dans lequel on trouverait les 24 milliards. Bon, l'aile droite des Républicains à la Chambre veut séparer l'aide à l'Ukraine de tous les autres projets de loi. Les démocrates et les Républicains au Sénat veulent que l'Ukraine soit dans ce grand projet de loi. Donc pour moi, Kevin McCarthy va résister autant qu'il pourra. Mais en fin de journée, il sera bloqué par la Maison-Blanche, par un accord bipartisan au Sénat et par le fait qu'il aura finalement besoin de votes démocrates à la Chambre pour faire passer le budget américain. Il faut vous dire à vos auditeurs, c'est un point de droit constitutionnel, mais là c'est important, aux téléspectateurs, que en fait, les lois de finances, et là il s'agit d'une loi de finances, passent d'abord à la Chambre des représentants avant d'aller au Sénat. Donc effectivement, il faut un accord des deux chambres pour que le budget... Et il y a une majorité républicaine à la Chambre des représentants. Et il y a une majorité de 5 sièges, comme il l'a dit, à la Chambre des représentants. Oui. Un mot pour terminer justement sur le terrain. L'Ukraine qui a affirmé donc avoir avancé autour de Bakhmout, ayant pris 2 localités. Les forces ukrainiennes, est-ce qu'on s'était dit justement que c'était peut-être un moment de force pour Zelensky au moment où il allait aux États-Unis ? On voit que c'est plus compliqué que ça. Guillaume Ancel, est-ce qu'on est vraiment Est-ce qu'ils ont opéré une brèche, les Ukrainiens, avec la prise de ces 2 localités autour de Bakhmout ? Clairement, non. Sauf dans l'espace médiatique. Et en fait, Bakhmout ne présente aucun intérêt militaire ou secondaire. C'est-à-dire que Bakhmout permet de fixer des unités russes qui ne vont pas vers le front principal. Le seul front qui compte aujourd'hui, c'est celui où les Ukrainiens ont une chance
de percer la digue érigée par les Russes, qui fait 30 km de large, c'est la région de Robotyne. Donc et c'est là où les sud, combats ont lieu. Sud. Et c'est le seul endroit où on n'a aucune image et aucune information fiable immédiate. Par contre, le fait qu'on nous attire sur Bakhmout pour dire qu'ils ont percé une ligne russe qui de toute façon ne débouche sur rien, c'est exactement l'inverse de la grande bataille de Prigojine et de Wagner qui voulaient apporter une victoire à Poutine, qui ne représentait rien. Donc pardon, mais Bakhmout, c'est une victoire inutile. Mais pourtant, ils ont communiqué en disant c'est une brèche. Pour eux, c'est un grand moment. Parce que l'opinion publique a besoin d'entendre que la situation progresse. Et je pense que c'est plus une réponse médiatique et symbolique au fait que tout le monde est impatient de voir le front progresser, alors qu'en réalité, le front se joue au sud, dans la région de Zaporijjia. Il n'est pas impossible que ce soit une ruse de guerre, effectivement, pour attirer les Russes plus vers Bakhmout. Parce que moi, je pense que leur vrai objectif, pour faire pression... je pense que le vrai objectif des Ukrainiens, pour pouvoir faire pression sur les Russes, c'est prendre Mélitopol. C'est ça. Parce que si les Russes risquent de perdre la Crimée, Poutine peut perdre son pouvoir à Moscou, vous voyez, parce que la Crimée, c'est énorme pour les Russes de perdre la Crimée. Et pour une fois, je suis d'accord avec Renaud Girard. Jean-Maurice Ripert. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais ce qui compte, c'est que l'offensive continue et que les Russes reculent. Il faut quand même pas... Il faut se rappeler de quoi on parle. Qui aurait parié ça il y a encore un an? Bon, donc c'est compliqué, ça va être long. Enfin, les forces armées ukrainiennes, pour l'instant, non seulement résistent, mais sont à l'attaque et gagnent du terrain. C'est quand même... Mais c'est kilomètre carré par kilomètre carré. Oui, mais c'est du grignotage. Du grignotage. Olivier Knox, est-ce que ça participe justement peut-être à cette fatigue, pour en revenir à l'opinion américaine et à ses politiques, ce grignotage, ces avancées de 10 km carrés par 10 km carrés de cette contre-offensive ukrainienne? Oui, absolument, parce que la contre-offensive ukrainienne qui a commencé au mois de juin, on en parlait pendant des mois et des mois et des mois. Donc, il y a eu une certaine attente du côté du public américain. C'est comme ça qu'on va en finir. Et c'est pour ça que le Pentagone demande la patience aux Américains. On leur dit, mais c'est pas la fin des haricots. Hein. On peut pas aujourd'hui juger la réussite ou non de cette contre-offensive. Attendez, patientez. Il faut qu'on continue à aider l'Ukraine. Alors justement, ils essayent de dire aux Américains, ça va durer ce conflit, c'est ça aujourd'hui le discours? Oui, c'est tout à fait le discours. Mark Milley qui disait aux Américains la semaine dernière, ils ont encore 30-35 jours de combat avant la saison des pluies, il faudra rester patient, restons avec l'Ukraine. Et après, ils parlent en termes d'années ou ils parlent juste de ces 35 jours? Non. Et ils évitent notamment d'éviter de parler en termes d'années. Ça, s'ils commencent à parler en termes d'années, ça va compliquer les choses énormément d'un point de vue politique aux États-Unis. Guillaume Ancel, juste une réaction. On parle déjà de 2024, puisque l'annonce des livraisons des F-16, c'est 2024. Donc on voit bien qu'en réalité, on s'inscrit dans ce temps long. Mais on a tous cru que l'offensive ukrainienne, ce serait un débarquement, ce serait un D-Day qui commençait le 6 juin, et qu'au mois d'août, on déboucherait. Et en fait, oui, il y a une forme de déception de notre part, mais les Ukrainiens inventent une autre forme de guerre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Guillaume Ancel, merci beaucoup. Jean-Maurice Ripert, Renaud Girard, merci Olivier Knox d'avoir été avec nous en direct de Washington. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, #DébatF24 et en podcast. À demain.